dimanche 13 novembre 2022, quelque part sur un sentier de randonnée dans l'Ain. Comme tous les dimanches, Richard et Léa sortent se promener avec leur fille Tallulah. Depuis qu'elle est en âge de marcher, elle aime suivre ses parents. Chez les Gavial, l'attachement à la nature existe depuis des générations. Tous les week-ends, ils redécouvrent des paysages et sentiers exceptionnels. Aujourd'hui, malgré un temps maussade, la jeune famille n'a pourtant pas hésité. Le décor est somptueux, sauvage. Gorges, rivières et falaises dansent en harmonie. Excitée à l'idée de voir la cascade et d'écouter le bruit de l'eau qui s'écoule, la petite Tallulah gambade en hâte, toute heureuse d'avoir enfin 6 ans. Emmitouflée dans son épaisse parka, la jeune fille est rayonnante. 3 jours plus tôt, ses parents lui ont offert un sac à dos, mais pas n'importe lequel. Un sac à dos rouge avec son personnage préféré imprimé dessus. Croque-Mou. Elle ne le lâche plus. Après avoir dépassé le pilier télémécanique, être passé devant le moulin, traverser la rivière sauvage et être entré dans le bois, Tallulah et ses parents approchent d'un tunnel. Le tunnel de Domplon. À l'approche de l'antre obscur dont on aperçoit à peine la sortie, rien qu'un minuscule halo de lumière à peine perceptible à l'autre bout, les filles se sont arrêtées. Si proche et pourtant si loin, une silhouette se dessine. Tallulah et sa mère l'ont vue tout de suite. La silhouette reste immobile de longues secondes. Richard les rejoint et leur demande ce qu'il se passe. Tallulah la pointe du doigt. Son père s'accroupit. Lui aussi voit la silhouette au bout du tunnel, qui finit par disparaître. Léa jette un regard vers son mari, puis vers sa fille. Dans les yeux de Tallulah, elle peut lire que l'innocence a laissé place à l'appréhension. Richard, toujours accroupi, tente de rassurer sa fille. Ses mains sur ses épaules, les yeux dans ses yeux, 2 sublimes billes de pureté. L'une bleue, l'autre jaune. Richard est dans son rôle de père. Il ne peut rien nous arriver, ma chérie. Regarde. Il lui enlève son sac à dos et pointe son doigt sur Croque-Mou. Tu vois, avec lui, il ne t'arrivera rien. Puis, le regard tourné vers le bout du tunnel, On est en sécurité, ne t'inquiète pas. Léa ne se montre pas si confiante, elle appréhende. Mais après un court instant, Tallulah finit par sourire. Elle donne une main à son père, l'autre tendue vers sa mère, et tous les 3 s'enfoncent dans l'obscurité. La lumière du jour, aussi faible soit-elle, laissée derrière eux. Trois jours plus tard, il n'y avait pas âme qui vive sur le chemin de Sous-Roche. Tôt dans la matinée, un vieil homme balade son chien. Un vieux bouvier bernois, son dernier compagnon de route. Pierrot a bientôt 90 ans. Il passe le temps qu'il lui reste à vivre avec lui. Il le considère comme son fils, un fils qui aurait presque son âge. Les semaines de Pierrot se répètent. Il aime sa routine. Le mercredi, c'est balade en forêt, non loin de son chalet en bois. Mais aujourd'hui, Pierrot et Elliot vont faire une découverte qui va briser leur routine. Proche du tunnel, Elliot flaire quelque chose. Le bouvier bernois renifle dans les fourrés jonchant le sentier, tout proche de l'entrée du tunnel. Tu as trouvé quelque chose ? Le museau en éveil, Elliot rapporte à son maître un objet rouge. Pierrot prend le sac dans ses mains, l'ouvre et y trouve une peluche. La peluche est la même que le personnage sur le sac. Le vieil homme rappelle son chien. Ils continuent leur marche. Après avoir déposé Elliot à la maison, Pierrot pense déjà à l'étape suivante. Aller jeter les poubelles.
Il s'installe dans sa petite voiture et roule une centaine de mètres. Il s'arrête devant les conteneurs, ouvre son coffre et se dirige vers la colonne à verre. Il se déleste ensuite de ses poubelles avant de revenir vers sa voiture. En fermant le coffre, il remarque le sac rouge. Il avait oublié qu'il l'avait déposé là. Pierrot hésite quelques secondes, le sac dans les mains, pour finalement retourner vers les poubelles et le jeter. « 19 jours plus tôt, quelque part entre Champfromier et Valserone. Nous sommes le mardi 25 octobre 2022 et comme tous les mardis, Joël sort sa vieille Mercedes. Quand il sort faire ses courses, il préfère les grandes surfaces. Les supermarchés de proximité, il n'aime pas ça. Et surtout pas le Vival de Champfromier, qui se trouve collé au PMU, repère quotidien des chasseurs remplis de bière à toute heure. Leur QG, lorsqu'ils ne sont pas en forêt. Joël n'aime pas les chasseurs. Il cultive une haine contre eux. Sur la route vers le Lidl de Valserone, Joël a le sourire aux lèvres. La soixantaine, il est apprécié des habitants. De nature joviale et serviable, il aime pourtant être seul. Connu pour vivre en ermite, il passe le plus clair de son temps dans un hameau qu'on croirait abandonné, en bordure de la Valserine, loin de tout. Enveloppé par la verdure, Joël est ici isolé. Mais il entend les chasseurs. Cela explique son mépris envers eux, mais surtout envers leurs pratiques. Car Joël éprouve un amour profond pour les animaux. Il aime le calme de la nature et la pureté de ses habitants naturels. Joël profite de sa solitude 6 jours sur 7. Le 7e, il quitte le hameau de la Nanfée le mardi matin. À 9h, il débâche sa Mercedes classe S de 1982. Il la démarre et prend la route. Jouissant d'un mode de vie presque autosuffisant, Joël manque de certains vivres. Ce qui l'oblige à sortir une fois par semaine pour se réapprovisionner. À chaque fois, les mêmes sacs. À chaque fois, les mêmes achats. Joël ne change jamais. Il ne modifie rien. Il sait de quoi il a besoin. Ce mardi 25 octobre, 2 heures après avoir quitté son domicile, l'ermite n'a pas regagné la Nanfée. Aujourd'hui, Joël a dérivé de sa trajectoire. Entre Montange et Confort, son pneu avant gauche explose. Joël n'a pas de téléphone portable et après de longues minutes passées à essayer d'arrêter quelqu'un, une voiture se range devant la sienne. Un automobiliste bien aimable lui prête son téléphone. Joël le remercie et passe un appel. Penché sur la Mercedes, l'automobiliste ne regarde même pas le pneu crevé. Belle voiture, monsieur, hein. C'est une 82. Ah, je connais. Joël acquiesce avec le sourire. Au même moment, ça décroche. GG, j'ai besoin de toi. Il remercie l'automobiliste, lui rend son téléphone et patiente. Encore de longues minutes de perdu avant que son ami ne pointe le bout de son nez. Dans la dépanneuse de Gilles Guivre, Joël voit le temps défiler. Il discute avec lui jusqu'au garage, mais trouve le temps long. Une bonne heure plus tard, le pneu enfin changé, Gilles salue son ami. Ça va pour cette fois, c'est bien parce que c'est toi. Avec son pneu neuf, Joël repart sans avoir rien payé. Il tient fermement le volant. Sur son front ruissellent des gouttes de sueur qu'il essuie d'un revers de main. Il accélère. Son cœur bat fort. Il a horreur des imprévus. Arrivé chez lui, il gare sa voiture, la rebâche maladroitement, donne un coup de pied dans le pneu neuf et se précipite à l'intérieur.
Respirant profondément face au réfrigérateur qu'il dévisage, Joël se prend la tête entre les mains. Il a oublié de faire ses courses. Nerveux, il claque la porte et s'enfonce dans la forêt. Six semaines plus tard, quelque part dans la nuit. Nous sommes le vendredi 9 décembre 2022 et comme tous les vendredis, Paul se la colle. « Tu t'enivres à l'excès », lui rappelle souvent sa mère. Mais Paul s'en fout. Il se moque de ce qu'on pense de lui. Ce soir, il a 32 ans et fête ça dans le centre-ville. Il s'en met une belle et rien ne pourra l'en empêcher. Depuis sa rupture avec Amélie, il habite seul dans un studio pas loin du bar où il a rejoint ses amis. Ce week-end, c'est la fête des Lumières. Les rues de Lyon sont bondées et il ne fait pas vraiment nuit. Plus la soirée avance, plus il vacille. Paul perd l'équilibre. Il faut dire qu'il boit trop, presque tous les jours. Son anniversaire n'est qu'un prétexte pour ne pas rester seul. Paul boit pour ne pas penser. Célibataire et alcoolique, il ne s'en est jamais remis. Plus tard dans la nuit, il quitte ses amis. Loin des lumières, en solitaire dans les rues vides de Lyon, Paul repense à sa séparation. Déjà 6 ans. Il avait rencontré Amélie au printemps 2014 et depuis la naissance de leur fille, tout avait explosé. Rien n'était plus comme avant. Emma avait bouleversé leur couple. Paul ne savait toujours pas de qui c'était la faute. Il n'avait jamais trouvé les réponses. Tout ce qu'il savait, sa 6e pinte à la main, c'est qu'il n'avait pas sa fille demain. Paul récupère Emma un samedi sur 2. Pas celui-là. Arrivé chez lui, Paul siffle ce qu'il reste de sa bière tiède cul sec. S'affale sur son canapé, se relève pour aller vomir, boit un litre d'eau et se rallonge. Tout juste avant de sombrer dans un sommeil plus proche du coma éthylique, Paul pense cette fois à son père. Un père qu'il n'a jamais connu. Le lendemain, Paul se rend chez sa mère pour déjeuner. Encore beurré de la veille, il la rejoint seul. Sur le palier, devant la porte de l'appartement d'Annie Orvet, il souffle dans sa main, en vain. Sa mère le connaît mieux que personne. Il toque à la porte, prêt à encaisser ses sempiternelles remontrances maternelles. À l'intérieur, Paul s'installe, l'eau à la bouche. Sa mère n'avait pas fait de remarques. Lorsqu'Annie dépose le plat sur la table, Paul bâille, la bouche grande ouverte. « Ressaisis-toi !» Elle avait dû sentir son haleine. « Tu peux pas continuer de vivre comme ça !» Paul ne dit rien. Mieux, il se sert une bonne plâtrée de lasagne. Encore la même scène. Il laissait toujours parler sa mère. Paul préfère quand il vient avec sa fille. Vers la fin du repas, la pluie s'abat sur la ville. Paul regarde par la fenêtre, se disant qu'il aime revenir dans ce quartier. Sa mère aussi y est très attachée. Il existe 2 choses qu'Annie Orvet n'a jamais quittées. Son nom de jeune fille et son quartier, la Croix-Rousse. En revanche, il existe une chose qu'elle a quittée. Une chose si précieuse, un secret gardé tant d'années. Mais Paul n'en sait rien, il n'a jamais su. Ce midi, autour d'un banal repas avec sa mère, il n'aurait jamais dû savoir. Aujourd'hui, pour Paul, rien ne serait plus comme avant. Abandonné par son père à la naissance, Paul a maintes fois essayé de comprendre les raisons qui poussent un père à abandonner son fils, sa famille. Il lui arrive souvent de demander des explications à sa mère. Mais depuis toujours, Annie n'a cessé de le protéger. Pourquoi son père avait-il fui ? Pourquoi les avoir abandonnés ?
Mais rien n'y faisait. Mécaniquement, Annie s'enfermait dans un mutisme systématique à l'évocation du père de son fils. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Aucune histoire, aucune photo. Il ne savait rien de lui. Dans un état de fatigue avancée, Paul finit son dessert et essaye à nouveau. Cette fois, c'est différent. Il accuse le coup et fond en larmes devant sa mère. Le poids du silence. Cumulé à ses angoisses et à ses regrets, ce manque l'attire vers le vide. Aujourd'hui, plus que n'importe quel jour. Sa mère le voit dans ses yeux. Elle s'approche de lui, mais il se lève pour partir. « Attends !» Il ouvre la porte. « Paul, attends ! Tu veux la vérité ?» Un court silence précède le coup de massue. Annie convainc son fils de ne pas partir. Paul se rassoit. S'ensuit un monologue impardonnable où sa mère prend l'irréversible décision de tout lui raconter, après plus de 30 ans à garder ce terrible secret. Pendant ma grossesse, ton père me trompait. Il m'a trompée pendant des mois. Vous étiez nombreuses. Il me l'a avoué. Quand t'es arrivé, je suis partie avec toi. Paul n'en revient pas. Il peine à croire ce que vient de lui dire sa mère. Tout n'aurait donc été que mensonge. Il ne te méritait pas. Paul réalise enfin. Son père ne l'a pas abandonné. C'est elle qui a fui. Mais là aussi, il s'interroge. Il a jamais essayé de nous retrouver? Annie ne savait plus quoi dire. Mais il était trop tard pour reculer. Si, il a essayé. Cramponné à la table, Paul prend sur lui. J'ai dit qu'il était violent. Ils l'ont accusé de violence conjugale. Après ça, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Enfin, elle révèle le mensonge qui a privé son fils d'un père. Un mensonge inexcusable. Paul, excuse-moi. Des larmes de colère sur ses joues, Paul quitte l'appartement. Trois semaines plus tard, quelque part, loin de tout. Nous sommes le vendredi 30 décembre 2022 et ce soir, pas d'alcool. Un verre tout au plus pour se donner du courage. Paul prend la route au crépuscule. Ses recherches l'avaient mené là-bas, en pleine campagne. Son père n'avait pas de téléphone, mais Paul s'était donné les moyens de savoir s'il était encore en vie. Il n'avait qu'une idée en tête et avait décidé de se débrouiller tout seul. Amélie et Emma ne savaient pas. Quant à sa mère, il avait coupé les ponts. Aucune d'entre elles ne connaissait son projet. Aujourd'hui, Paul se sent libéré. Sûr de lui et déterminé, il avance en solitaire. Il ne renoncera pas. Ce soir, il va rencontrer son père. Au volant, il pense à son nom, celui qu'il aurait dû avoir. L'homme dont il a retrouvé la trace vit en ermite depuis plus de 30 ans. Paul n'avait pas eu de difficulté à le contacter. Ses initiales, il n'avait pas mis beaucoup de temps à les déchiffrer. Joël Saurien. Il cochait toutes les cases. Ça ne pouvait être que lui. Après 1h30 de route, Paul s'enfonce maintenant dans la montagne, sur les routes sinueuses du massif du Haut-Jura. De plus en plus étroite, la route devient compliquée. L'asphalte laisse place au chemin de terre. Paul suit le GPS. Ce qu'il vit lui semble irréel, mais il ne recule pas. Cette quête est indispensable, personnelle et indiscutable. C'est viscéral. En direction de la pièce manquante du puzzle de sa vie, Paul sourit. Dehors, la nuit tombe. Les dernières lueurs du jour s'estompent dans le feuillage. À l'approche du hameau, Paul ralentit. Sur sa gauche, sous un ciel illuminé,
Paul observe une somptueuse anomalie naturelle. La pierre percée. Proche d'un chemin de randonnée, cette merveille attire l'œil. Le temps d'un instant, il oublie tout. Plus aucune pensée. Il la contemple brièvement avant d'emprunter une allée, plein phare vers sa destination. Il y est. Paul coupe le moteur. La nuit est tombée, mais il fait presque jour. Les yeux rivés vers le ciel, Paul observe le plafond étoilé. En ville, il est difficile de contempler le toit de la nuit, obstrué par la pollution. Ici, c'est différent, tellement relaxant. Paul se remet la nuque à l'endroit et se dirige vers une des maisons, celle qui lui paraît habitée. Une porte s'ouvre. La silhouette d'un homme apparaît. Paul s'avance. Suffisamment proches l'un de l'autre, les visages se dessinent. La soixantaine passée, l'homme observe son invité. En face de lui, prêt à le saluer, Paul étudie l'ermite. Aucun ne sait quoi dire. Les deux hommes n'avaient pas trop échangé jusque-là, mais Joël avait accepté de le rencontrer. Il brise le silence. Entre, je t'en prie. Joël invite Paul à s'installer. Visiblement, il avait cuisiné. On pouvait le sentir du salon. Paul ouvre son sac. J'ai ramené un petit quelque chose. Il sort une bouteille de vin enroulée dans un pull et la dépose sur la table basse, faisant tomber maladroitement d'autres objets de son sac. Excusez-moi. Joël l'aide à ramasser. Tu sais, tu peux me tutoyer, hein. Joël tente de décrisper son invité. Bordélique, dis donc. Paul sourit. Il avait remarqué le rangement et la propreté de la maison, tout l'inverse de lui. Tu dois tenir ça d'elle. Leurs regards se croisent. Ils s'apprivoisent. Très vite, le ton est donné. Dans une atmosphère de convivialité qui monte crescendo, les deux hommes parlent de tout et de rien. D'abord en surface, loin du sujet de leur rencontre, avant de glisser au rythme des vers terminés dans quelque chose de plus sérieux. Joël tranche dans le vif. Je n'ai jamais pardonné à ta mère de m'avoir privé de toi. Les années ont passé et j'ai arrêté d'y croire. J'ai eu envie de te rencontrer, mais ça me rongeait de l'intérieur. Je devais passer à autre chose. Juste accepter. Accepter que je t'avais définitivement perdu. Je dois te l'avouer, je me suis résigné il y a bien longtemps. Le monologue poignant de Joël ne laisse pas son hôte de marbre. Paul n'intervient pas, mais il bout intérieurement. Joël prend ses mains dans les siennes. Je suis content de te voir. Ému, les larmes de Paul déclenchent celles de son père. L'émotion est palpable. Ces dernières semaines, Paul l'avait imaginé. Il s'était figuré tous les scénarios possibles dans sa tête, mais il ne s'attendait pas à ressentir ça. 32 années volées. Paul aurait voulu que ce moment dure toute une vie, mais il se résolut à rentrer. Il s'occupe de sa fille ce week-end. Demain matin, il doit la récupérer chez Amélie. Prêt à partir, Joël tend son manteau à Paul. Prends soin de toi, mon fils. Ce dernier ne résiste pas à l'envie et prend son père dans ses bras. Le lendemain, quelque part au fond des bois. Elle était restée là, sous le canapé. Superstitieux depuis son plus jeune âge, Paul ne se sépare jamais de ses pierres précieuses. Malgré son quotidien désordonné, il avait toujours fait attention. Celle-ci avait une grande valeur pour lui. Mais au réveil, ce matin, en cherchant dans ses affaires, elle n'était pas là.
Il était rentré tard de chez son père et n'avait quasiment pas trouvé le sommeil. Dans son appartement, Paul se met en retard à essayer de la chercher. Il doit se dépêcher. Amélie allait lui faire une scène. En ce dernier jour de l'année, Emma l'attendait. Elle allait passer le réveillon avec son père. La tête en vrac, Paul fait aussi vite qu'il peut. Une pensée pour sa fille, une pour son père et une pour sa pyramide de chêne guite. Au volant, Paul songe au hameau. Elle ne pouvait pas être ailleurs. Très harmonieuse forme que celle de la pyramide. Équilibrée, structurée, immuable. Joël place la pyramide de chêne guite au centre de la table à manger. Vraiment parfaitement au centre. Sa couleur noire est profonde, sa texture si lisse. Dans l'environnement maniaque du vieil ermite, la pyramide est bien mise en valeur. Ici, elle répand une toute autre énergie que dans le chaos de l'appartement de Paul. D'ici que son fils s'en rende compte, Joël passe du temps à l'observer. Intrigué, il se demande ce que cet objet symbolise. Mais sans accès à Internet, impossible d'en savoir plus. Quelques minutes plus tard, Paul se gare devant la maison d'Amélie en banlieue de Lyon. Emma avait reconnu le bruit de sa voiture et, comme à son habitude, se précipite dans les bras de son père. Fais attention, ma puce! Amélie ne pouvait plus se le voir en peinture. Paul était devenu un inconnu à ses yeux. Des siens, elle ne ressemblait plus à celle dont il était tombé amoureux. Installée à l'arrière, Emma avait le sourire. Elle adorait les week-ends avec son père. Sa vie se résumait à maman ou papa, jamais les deux. Et à vrai dire, ça lui allait très bien. Elle ressemblait parfois au membre le plus mature de cette famille. De son côté, avoir sa fille redonnait à Paul un coup de boost. Elle était celle qui lui permettait de rester dans le droit chemin. Mais depuis hier soir, sa vie avait changé. On part à la campagne, ma chérie. En route vers le hameau de la Nanfée, comme la veille au soir, Paul observe sa fille s'amuser avec ses peluches, lorsqu'elle pose une question. On va chez mamie? Paul n'avait évidemment pas prévenu sa mère et repensa à ce que lui avait dit Amélie avant de partir. Ta mère n'arrête pas d'appeler chez nous. Tu me dis ce qui se passe? Il lui avait répondu en claquant la portière, bien décidé à ignorer complètement le sujet. Il avait neigé depuis son retour dans la nuit, si bien que les routes étaient glissantes, moins praticables que la veille. Paul découvre le paysage de jour, sous une lumière aveuglante à cause de la neige fraîche tombée dans la matinée. Plus tard, il se gare au même endroit. Tu bouges pas de la voiture. Je reviens tout de suite. Paul avance pas à pas dans une épaisse couche de neige, réfléchissant à une excuse pour ne pas trop traîner. Ils se reverraient une autre fois, rien que tous les deux. Il ne voulait pas non plus lui parler de sa fille. Mais finalement, Paul se retrouve à boire le café. Par la fenêtre de la cuisine, il peut voir sa voiture. Secrètement, il garde un œil sur Emma. Quelques minutes après être rentré, il demande à son père. T'aurais pas retrouvé... Joël l'interrompt et lui tend l'objet. C'est quoi? une pyramide de Shungit. Joël voit bien que son fils observe quelque chose dehors. Il est là sans être là, préoccupé. C'est un très bel objet. Tu as trouvé ça où? Voyant son père insistant, Paul veut écourter leur échange. Il faut pas trop que je traîne. Mais il réalise qu'il est maladroit. Joël sent quelque chose. Tout va bien? Au moment de répondre, on entend un cri. Le cri d'un enfant. Un peu plus tôt, Emma n'avait pas écouté son père. Lorsqu'elle le voit entrer dans la maison, elle se décide à sortir sans faire de bruit. Impatiente, elle ne pouvait pas attendre là sans profiter de la neige. Elle s'éloigne des abris en pierre et se dirige vers les bois, en chantant une chanson qu'elle a apprise à l'école. Une centaine de mètres plus loin, elle marche sur quelque chose.
Ça fait un drôle de bruit. Avec ses moufles, elle enlève les feuilles et la neige pour voir de quoi il s'agit. Une trappe en métal. Le cadenas n'étant pas bien fermé, Emma parvient à l'ouvrir. Une odeur nauséabonde lui monte au nez. Devant elle, un escalier de bois descend dans l'obscurité. Marche après marche, ça sent de plus en plus mauvais. Elle se couvre le nez et avance à tâtons. En bas de l'escalier, un long couloir étroit. Grâce à une faible source de lumière, la jeune fille constate l'horreur. Emma s'avance encore un peu, mais cette fois elle a peur. Certains bougent, d'autres non, elle n'ose plus avancer. Retournant vers l'escalier, on lui agrippe le bras. Une femme, elle l'implore de l'aider. À côté d'elle, complètement nue, Emma distingue une fille de son âge. Elle est dans la même cage que sa mère. Sa peau est sale. Grelottante, la fille ouvre les yeux. Elle observe Emma. Les deux jeunes filles ne se lâchent pas du regard. Emma comprend qu'elle est en danger. Terrorisée de l'intérieur, rien ne sort. Ses yeux sont rivés sur ceux de la jeune fille, un bleu, l'autre jaune. Elle n'avait jamais vu ça. Emma finit par remonter l'escalier sans dire un mot. Elle recule dans le bois, le regard fixé sur la trappe. Perdue face à ce qu'elle vient de voir, elle ne réagit pas tout de suite. Et après un silence mutique, elle hurle. Tout va bien? Au moment de répondre, on entend un cri. Le cri d'un enfant. Paul reconnaît le son de cette voix. Il se précipite vers l'extérieur, suivi de Joël qui a un peu de mal à le suivre. Paul ne met pas longtemps à retrouver sa fille qui marchait à reculons un peu plus loin vers la forêt. Il prend Emma dans ses bras et la ramène vers la voiture. Je t'avais dit de pas bouger. Après l'avoir installée, sans avoir pris le temps de demander à sa fille la raison de son cri, Paul se demande où est son père. Il était sorti derrière lui. Sans trop réfléchir, il décide de retourner vers la maison, mais au moment de la contourner pour gagner la porte d'entrée, Paul reçoit un coup derrière la tête et s'effondre. Le vieil ermite relâche la pierre et se dirige vers la voiture. Face contre terre, Paul est sonné. Emma hurle à nouveau. Rassemblant ses forces, il se relève mais manque de trébucher. Le sang coule sur ses yeux mais il le voit. Joël tient sa fille. Tu bouges pas! Paul sent une colère sans mesure monter en lui. Il s'approche. J'ai dit, tu bouges pas! La main sur sa bouche, Joël lui somme de se taire, mais Paul a entendu. Il balaye du regard la forêt, repense à ce qu'elle vient de dire et fusille l'ermite du regard. En un laps de temps très court, il devine ce qu'il se passe. Paul se rue sur son père avec une rage inouïe. Joël n'a pas le temps de se défendre. Surpris, il relâche la jeune fille pour se protéger. Paul le plaque au sol. Retourne dans la voiture! Emma est pétrifiée de peur. Retourne dans la voiture! Tout de suite! Paul se saisit d'une pierre et regarde une nouvelle fois sa fille. Elle l'observe avant de pointer du doigt la forêt. Paul craint le pire. Il regarde dans la direction que pointe sa fille, prend une grande inspiration et ferme les yeux. Fais-le! 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 Son bras se rabat sur le crâne du vieil ermite. Une première fois, une deuxième fois, en quelques secondes, il ne reste presque plus rien. Dans un accès de colère déconcertant, Paul continue de frapper. Il fracasse maintenant le sol, imprégné du sang de l'homme qui l'a engendré. Emma ne peut que constater la rage de son père. À cet instant précis, il n'est pas humain. Juste avant d'abandonner son visage, l'ermite avait souri. En regardant son fils, il avait vu l'animal. Paul reprend ses esprits. Il se relève, ferme sa voiture à clé et marche en direction de la forêt. Il trouve la trappe, descend l'escalier et découvre l'horreur. Plus d'une dizaine de cadavres. Dans chaque cage, le même schéma. À chaque fois, une mère et son enfant. Tous n'ont pas eu la chance d'avoir survécu au froid et à la faim. Paul libère les survivants. Une mère et sa fille. La mère est extrêmement mal en point. Il les couvre avec ses vêtements et les aide à remonter.
Après de longues minutes, dans un ultime souffle de soulagement, la mère meurt sur le siège passager. Paul n'y croit pas. Il tente de la secouer, mais rien n'y fait. Derrière, Emma s'occupe de la jeune fille aux yeux véans. Comment tu t'appelles ? Les yeux dans le rétroviseur intérieur, Paul regarde les deux enfants. À l'hémoglobine vient s'ajouter un abandon humide. Une larme de sang coule sur sa joue.